Est-ce que tu penses que devenir professeur ou enseignant en France, c'est une vocation ou c'est un sincère? Toutes les vocations, par exemple, même une personne qui rêve de devenir influenceur, je pense qu'il doit apprendre les mathématiques. L'enseignement, si enfin, tu pas au courant, tu te prends des claques et tu finis, soit en dépression. Que penses-tu qu'il faut faire pour reconnecter le jeune avec le mathématique pour qu'ils aient cet amour, cette envie? Que penses-tu? Je pense pas que le niveau baisse ou c'est les règles qui changent. Le truc, c'est que, le harcèlement, c'est très insidieux, c'est caché, c'est pas visible et c'est ça qui est compliqué à cerner et en fait, le malaise s'installe doucement, le mal-être aussi s'installe doucement. On voit dans les news des écoliers ou écolières qui mettent fin à leur jour parce qu'ils se font harceler ou tout. Que penses-tu de ces fléaux, si je peux dire? Salut à tous et bienvenue dans Job Story. Aujourd'hui, on a un invité spécial, un prof de maths du collège. Il est fort, jeune et charismatique et aussi différent de tous les clichés de profs de mathématiques qu'on voit au cinéma. Bonjour Sylvain. Bonjour Joël. Dis-moi un peu, tu te sens pas un peu coupable d'infliger ta laisse à des gamins qui savent plus lire leur journaux? Ça aide? Oh puis tu peux limiter, elle va dire, on est là pour leur apprendre plein de trucs, on sait qu'ils vont pas aimer et on sait qu'on n'aide pas à aimer, mais on aime ce qu'on fait, enfin en tout cas on essaye d'aimer et moi j'apprécie de le faire même si je sais ils ont du mal, ils ne le savent pas. Il y a des aiguilles actuellement, quoi. Bah, c'est vrai que le maths sont pas vraiment beaucoup aimés chez les collégiens, mais comment on fait pour devenir prof de maths? Heu, alors si on parle du cursus, scolaire, il faut passer, alors de manière plus classique, passer par la fac, en gros, fac de maths où quand je suis passé, c'était 5 ans d'études, 3 ans de licence, de mathématiques. Ça pouvait être, des différents styles de mathématiques, donc toutes les différentes, on va dire, les différentes filières de mathématiques qu'on pouvait prendre. Sauf qu'à la dernière année, il y avait une, section plus orientée vers l'enseignement et après on faisait un master, d'enseignement et du coup, de mathématiques pour justement enseigner les mathématiques. Après, genre un concours, il y a Ouais autre chose? et donc après ce master, à la fin du master en question, avec toutes les évaluations qu'il y avait durant ce master-là, on a terminé avec, l'année de concours, le CAPES et une fois qu'on avait passé le concours, c'était parti, on était lancé. Et le concours, c'est comment? On prend le top 10, top 15, top 20? C'est en Il y a un nombre de places qui est prédéfini. Donc déjà pour les inscriptions, on en avait, alors comme on est légèrement déficit, on en avait un peu moins que la barre d'inscription. Donc déjà, on était presque assuré d'être, acceptés. Si on avait le minimum en termes de notes. Je crois que c'était, on avait, 1000 places quoi et on était, 1 100. Donc la barre était pas très compliquée et après on avait épreuve, écrite. Si on passait l'épreuve d'écrit oui, l'épreuve était d'écrit, on était, admissible et ensuite on avait une épreuve orale et ensuite si on réussissait cette épreuve orale, quand on était admis. et du coup, on vous affecte partout, au pays ou vous choisissez un peu, vous faites le top 3 de vie, de conv B ou un truc comme ça? Pour le coup, il y en a des vœux, donc on dit, «Je veux aller sur des régions», donc Versailles, Bretagne, Mayotte, La Réunion, voilà. Et on fait cette liste-là, on met là, on en a une quinzaine, je crois, à pouvoir mettre. Donc on fait des vœux très centrés, puis on élargit selon les stratégies qu'on choisit et après on a le gros public, le mélange de la machine de l'éducation nationale qui nous dit à la fin, «Allez vous faire foutre» et bah, quand on est jeune, en fait, c'est un système de points et on n'a pas de points, forcément, quand on arrive dans le métier et du coup, les zones les moins voulues sont souvent des zones les moins agréables et du coup, ça enlève le public, bien sûr. C'est à partir de ce point-là que tu as un peu la priorité de choisir ta région. Oui et après il y a un 2e choix effectivement dans la région où on peut faire un choix plus précis, mais encore une fois, comme on est jeune et qu'on n'a pas de points, souvent on finit dans les zones, difficiles, et un peu évitées justement de par la zone, géographique et par les élèves compliqués qu'on peut avoir dans les régions et dans les villes encaissées justement. C'est vrai que les élèves, les enfants en ce moment sont pas c'est pas très simple à gérer, ils ont beaucoup d'énergie et il faut avoir comment aussi de l'énergie. Mais d'où vient cette vocation de vouloir, devenir professeur de mathématiques? Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Bah, ça m'a pris assez tôt, on va dire, déjà depuis le plus jeune âge, j'ai, toujours eu un meilleur pote, Spielberg. Et il était nul.
vraiment nul en classe, il était à chier. Mais on est toujours, collés ensemble et du coup, j'ai toujours, eu ce boug à côté de moi et j'ai toujours eu envie de l'aider parce que, bah, on était ensemble donc forcément je lui ai expliqué. Donc ça a commencé un peu par là. Après, je sais que, c'était ça a pris vraiment une plus grande mesure, en niveau du bac, au lycée où, bon, j'étais toujours, on va dire un peu performant, au lycée et j'avais mes camarades de classe en fin d'année. Je sais plus si c'était de mon initiative ou de leur initiative, mais ils m'avaient demandé, de les aider et en fait, on a vraiment passé, quelques séances, quelques heures à être dans une classe où, je les aidais, tous, on était quoi, une petite dizaine, à réviser pour le bac et donc, voilà, ouais. Déjà à ce moment-là, j'avais une certaine envie d'apprendre quoi, ouais et du coup pédagogique, parce qu'ils ont réussi à apprendre, j'espère. Mais voilà, donc, ça a commencé par là et puis après de fil en aiguille, ça a continué. Puis en plus, je devais faire, magistrat à la base et puis j'ai fait: «Flemme de continuer à apprendre», hein, ce qui est un peu ironique, hein, mais flemme de continuer à apprendre. J'ai fait: «Qu'est-ce que j'aime bien? Les maths, le sport, l'anglais. On va choisir les maths parce que je suis un peu fainéant sur les bords». C'est sûr, c'est pas de maths et tu aimes bien? Ah ouais, bien sûr, instinctif. Et on parle beaucoup de pénurie de professeurs, des enseignants, parfois c'est les enseignants des écoles et qu'ils ont même, comme je l'ai dit, passé le barème de quoi? Du concours de bac+5. Maintenant, c'est à partir de bac soit scolarité. Est-ce que tu penses que devenir professeur ou enseignant en France, c'est, comment je peux dire? C'est une vocation ou c'est un sacerdoce? Bah, pour le coup, il y a on est quand même pas mal d'enseignants et c'est difficile de rester dans le métier si on n'est pas prêt mentalement à prendre des alors, dans le jeu de mots, mais prendre des coups, on va dire. Il faut vraiment avoir envie et il faut savoir dans où est-ce qu'on met les pieds. Après comme pour tout, mais là, le coup l'enseignement, si, tu s enfin, tu pas au courant, tu te prends des claques et tu finis, soit en dépression. Donc vraiment, je pense que il faut avoir envie. On peut pas il y a quelques reconversions, pour le coup, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu. S'ils sont bien armés de par leur ancien métier, c'est pas dérangeant, mais vraiment, en plus d'avoir le feeling avec les enfants, il faut aussi être solide mentalement et ouais, je pense que vocation, c'est vraiment le bon terme. Donc est-ce qu'il y a des avantages côté, rémunération, côté épanouissement professionnel? Alors je vais te dire, alors on va commencer par, la comment dire? Quand on est, assigné à quand on est muté à certaines zones, c'est qu'on commence avec des équipes jeunes, d'accord? Et qu'on est plein de jeunes à être envoyés au même endroit. Forcément, on se retrouve entre jeunes. Du coup, c'est bien pour les soirées, forcément, pour l'ambiance d'équipe, ça c'est sympa. Niveau rémunération, ça dépend des zones et ça dépend dans quel type d'établissement OK. on va. Donc, je dirais, c'est even, c'est pas plus, pas moins. Tout dépend aussi du logement dans lequel on vit, hein, bien sûr. Parce que j'ai des potes qui habitent à Paris et forcément les logements plus chers. Épanouissement professionnel, oui, parce qu'on est quand même là pour, à la base enseigner, donc partager un savoir avec, ce qui va devenir le prochain citoyen. Donc c'est quand même, sympa de se dire: «OK, on a quand même une belle mission, face à nous» et puis qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage? J'ai envie de dire les vacances, mais en même temps, c'est un faux avantage parce que ces vacances-là, qui est en vacances en temps que nous? Donc forcément, le moment où on a nos vacances, on a tout le monde qui a leurs vacances, ou tout le monde, à la marge, hein, mais on a une grande majorité de la population qui prend ses vacances au même moment. Donc c'est des vacances, mais en même temps, c'est bondé. Alors que si on a les vacances pendant les périodes, où on a cours, forcément, il y aurait moins de monde. Ah, donc vous préférez un peu le professeur préfère un peu avoir de vacances pendant la période de cours? Bah, ce serait l'idéal parce que du coup, quand on est en vacances, pendant, bah, les vacances scolaires, c'est faut tout le monde bouge en même temps. Donc certes, on a beaucoup de vacances, mais faut pas oublier que du coup, tout le monde est en vacances à ce moment. Faut ouais, OK. Il faut préparer aussi des cours, est-ce que des vacances, de professeurs, genre quand les étudiants partent en vacances, les professeurs aussi partent en vacances directement ou ils ont encore, quelques jours, période, c'est pas, à préparer ou à finaliser les choses avant de mettre partir quoi? Alors effectivement, ça c'est très dépendant comment dire? Des individus. Je vais faire 2 cas. On a ceux qui décrochent totalement, bien sûr. On oublie et c'est bon, on profite et on reprendra, quand, les cours reprennent. Ça, c'est une très bonne idée parce qu'il faut savoir décrocher.
Et puis on a ceux qui ont du mal à décrocher, qui ont besoin, et je pense aussi que c'est un peu nécessaire, de retoucher, de retravailler, de peaufiner ce qui a été fait. Et alors hormis, ces 2 cas-là, on a quand même, après la fin des cours, le moment où nous, on va corriger les copies pour, ceux qui ont le brevet, le bac et aussi, le sud, je pense. On a aussi, la préparation pour la rentrée prochaine. Donc il y a des petits points à finaliser, des réunions à faire avec les équipes, préparer, les prochaines classes, comment on organise certaines choses. Et en amont, avant la reprise, on a aussi des réunions, des moments où on se regroupe pour, justement préparer la rentrée, parce qu'on a finalisé en fin d'année, mais il faut reprendre et relancer toute la machine en début d'année aussi. Donc, ouais, on n'est pas que, on pourra pas directement en vacances, Je vois ça. Sans peut-être, 2 choses que les gens oublient, les gens se disent: «C'est vrai qu'elle pense pas en vacances». Mais est-ce que ça manque aussi de leur le contact avec des étudiants, des élèves pendant les vacances? Oui, tu «Ah non, je mais que être en classe, avec un enfant». Alors, je pense que ça va dépendre vraiment des zones parce que, je pense dans les zones difficiles, on a, 2-3 élèves, à la marge où justement on a eu un bon feeling, où, on est, content de leur enseigner. On voit qu'ils captent, ils ont, une maturité qui est plus élevée, donc on arrive mieux à discuter, c'est plus intéressant. Enfin, en tout cas, ça peut paraître d'être plus intéressant, et en même temps, avoir envie de redonner coup, quand on a des trucs qui commencent à bien t'énerver, je dirais que non, tu vois? Mmh. Mais sur certains, j'imagine dans certains établissements où on a déjà sa posture, où c'est plus simple, où, on a déjà, toutes nos petites routines, les élèves nous connaissent, les familles nous connaissent, où on a une autorité, où c'est plus agréable de donner, notre enseignement. Je pense qu'on peut avoir ce petit regret. Personnellement, je fais de l'animation un peu à côté justement pour garder un peu ce contact avec les enfants dans un cadre différent. C'est Econ, vraiment sympa pour le coup, Pour, toujours, avoir, c'est ça. OK. On parle aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on voit dans les news que le niveau baisse, que les écoliers aujourd'hui n'ont pas le même niveau qu'avant. Que penses-tu? Je pense pas que le niveau baisse ou c'est les règles étaient changent? Je pense, si je dois répondre par oui ou non, oui, ça baisse clairement. On a baissé. Mais comme toujours, c'est du noir et du blanc, donc c'est gris si on réfléchit un peu. C'est que, on a changé aussi, pas mal de savoir. On a beaucoup plus de savoir et différents à enseigner. Je prends un exemple très simple. Avant, il y avait pas l'enseignement à l'informatique. Tout le numérique, c'est quelque chose qui n'était pas vu. L'ordinateur, quand on regarde la tronche qu'ils avaient avant, bon, on n'avait pas besoin d'apprendre à les utiliser. Maintenant, ils vivent tous les jours avec un petit ordinateur dans les mains. Ils, déversent leurs informations personnelles constamment sur, les réseaux. Donc, forcément, il faut qu'on les éduque à ça. Et ça rentre dans les nouveaux, renseignements. Et donc, pour moi, oui, il y a un niveau qui a baissé. Je prends l'exemple de ma matière, les mathématiques, mais ils ont d'autres, choses qui sont apparues et du coup, ils ont dû augmenter la barre par rapport à ce que les autres savaient faire av Hein, donc du coup, ils ont un peu équilibré, si je peux dire. C'est juste l'air de savoir. et je pense de manière pure, c'est pas équilibré, mais on a quelque chose qui est compensé un peu quand même. OK. Du coup, ils connaissent un peu plus le numérique. Bah, C'est moi un exemple là. voilà, ouais, si on prend cet exemple-là, ils connaissent un peu plus que le numérique. Moi, peut-être les théories ou les fondements de mathématiques Par exemple, oui. et avant, les gens ne connaissaient pas trop le numérique et tout. Mais tu penses que le niveau des étudiants par exemple, de 790 ou de 2000, c'est inatteignable aujourd'hui? Du coup, dans les matières, classiques, Quand je opère, par exemple, la mathématique. ouais, ouais, je pense que là, actuellement, on met des problèmes, on a non, et encore, ça paraît compliqué, je pense même pour les meilleurs d'entre Mmh. nos classes. Ça me paraît compliqué. Est-ce qu'il t'arrive aussi de, par exemple, simplifier tes contrôles, pour éviter d'avoir une moyenne de classe, à 5/20? Par exemple, dans une classe de 30 étudiants, comment tu peux évoluer leur niveau, réel? Si on leur demande, par exemple, 10 de 150, faut combien? Je pense qu'on perd comme une boue. Alors d'ailleurs, je vais répondre à ta première question. Les évaluations, à vrai dire, comme je suis arrivé dans ce collège, j'ai jamais eu d'autres aperçus de d'autres niveaux. Donc actuellement, je fais mes évaluations et je ne baisse pas mon niveau. D'accord? OK. Donc j'ai des adaptations à faire pour ceux qui ont des aménagements. Oui. Mais sinon, j'ai un niveau, je me le garde et je ne baisse pas mes évaluations par rapport à ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait en cours, je le remets en action.
tel quel, je change les valeurs effectivement, mais méthode à appliquer, bof, terminé, quoi. Donc je ne baisse pas ce niveau-là pour le peut-être qu'il est déjà trop bas, donc j'ai pas d'aperçu, mais non, c'était quoi déjà la deuxième partie? Bah, la deuxième partie, c'était un peu le niveau réel des étudiants. Par exemple, on va prendre une population, bien un nombre d'étudiants de 30 et 30 élèves. Est-ce que si on leur demande par exemple 10% de 150, je pense qu'on perd combien de mois? On en perd facilement la moitié, un quart? Allez, un tiers, un tiers. Non, en vrai, en fait, on leur donne, pas mal de méthodes, pas mal de choses et le problème, c'est que, ils se perdent dans tout ça et du coup, ils ne savent plus faire alors qu'ils savent faire et le problème, c'est que, justement, hem, je pense qu'ils sont noyés dans les flux d'informations et il y a un réel manque d'organisation dans leur pensée. Ils ne savent pas sélectionner l'information et la garder pour ensuite l'utiliser. Ça, c'est difficile. OK. Trop. Qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que tu penses qu'on peut encore infliger, par exemple, Pythagore à une génération qui aura fait l'attention d'un penseur sur TikTok? Bah, c'est ça, c'est l'attention en particulier. Ça reste intéressant parce que déjà juste pour la culture mathématique et j'imagine que pour toutes les matières, il y a beaucoup de choses à enseigner, juste pour la culture, l'amour de la matière et non, ça pour moi, ça reste intéressant quand même s'ils ont une attention de poisson rouge, pour le coup, il faut persévérer, il faut trouver des techniques pour, que, ça effectivement, ça passe, en un instant, qu'on arrive à passer l'information, sur un très court moment. Mais il faut je pense, ça reste, important qu'ils Ça serait ça d'adapter à leur rythme, quoi. malheureusement, il va falloir un petit peu, oui. Il faut que ça fonctionne dans les 2 sens, mais actuellement, c'est lui qui nous plie pas mal, à ce qu'on est en face d'une. C'est quoi pour toi l'importance réelle de s'être infligé de fonctions affines à des enfants qui peut-être vont pas la grande majorité va pas l'utiliser dans la vie, adulte? Pourquoi est-ce que tu penses pas qu'on ne pourra pas remplacer les programmes, par exemple, avec des cours comme, la gestion de biens, de mathématiques citoyennes ou parce qu'on peut l'apprendre certains disent: «C'est la logique», mais on peut apprendre aussi la logique avec des cours comme la philosophie et tout, programmation informatique. Pour toi, c'est quoi vraiment l'importance de mathématiques? Bah, c'est une question qui est récurrente, Mmh. chez les collégiens et ça, à fortiori, même chez certains adultes, c'est à quoi servent les mathématiques? Alors chez les adultes, bon, ils ont quand même compris à force à quoi ça servait. Mais bah, l'importance, c'est que les exercices qu'on vous donne, qu'on a donné et qu'on leur donne, c'est que, c'est pas la forme qui est important et c'est le fond et le truc, c'est qu'on n'est pas capable à leurs âges, trop jeunes encore, d'expliquer le fond. OK. Alors c'est quoi le fond justement? Mmh. On a ce qu'on appelle un socle commun, dans l'éducation nationale au collège. En fait, ce socle, il a différentes, portées, différents systèmes. On a le raisonnement qui nous sert tous les jours de notre vie quand on est adulte. Donc le but, c'est de développer à travers ces petits exercices les raisonnements, justement, la logique. On a la communication. Tout ce qu'on nous demande d'apprendre, tout ce qu'on leur demande d'apprendre justement, c'est pouvoir communiquer avec autrui, tous les mots, tous les vocabulaires et cetera. On en a besoin pour discuter avec d'autres personnes. On a d'autres points, on a bon la représentation qui va un peu moins servir je pense dans, on va dire les métiers très, manuels, mais tout ce qui est artistique, la représentation, ça va servir. Modélisation, là on est plus sur les métiers d'ingénierie je pense, mais passer d'un monde à un autre, l'abstraction justement mathématique, on en a besoin. Dans tout ce qui est la création, on pense, de tout ce qu'on a autour de nous en fait. On a besoin de passer par, une pensée déjà abstraite, ensuite on passe par, OK, est-ce que c'est possible avec les matériaux qu'on a? Puis ensuite on passe à la conception et cetera. Voilà, tout ça, on en a besoin. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Bon, j'en dis tous les morts et voilà, on a pas mal de grosses étapes comme ça qui sont cachées derrière les petites notions quand même étalées, c'est Pythagore. Donc tu penses que c'est vraiment important? Bah, en tout cas, c'est, genre, toutes les vocations, par exemple, même une personne qui rêve de devenir influenceur, je pense qu'il doit apprendre les mathématiques. Oui, ne serait-ce que pour le raisonnement. Un influenceur qui est, on va dire, un peu bête, alors il va marquer certaines personnes, bien sûr, mais il a quand même besoin d'avoir un soupçon d'intelligence. Même dans sa bêtise, on va dire. Derrière l'écran, il doit réfléchir à comment il va le faire. C'est vraiment quelque chose qui est, j'imagine, réfléchi, j'espère pour lui. Mais voilà, enfin, tout ça, on a besoin de développer bah, cet esprit et ça passe par alors, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, hein, ça peut être leur environnement qui permet justement de se développer. Mais je pense que ça aide, à vraiment d'avoir, justement cette éducation.
Comment tu fais pour préparer tes cours? Est-ce que tu suis à la lettre ce qui a été établi par le programme national ou soit tu peux aussi innover avec tes cours? Un peu des 2. On a donc le bulletin officiel où, on a une trame qui est plutôt précise, donc en mathématiques, on peut, relativement le suivre. Je sais que pour d'autres matières, c'est moins vrai et en même temps, donc on nous donne dans un sens, c'est juste une liste d'informations et nous, on peut, organiser ça comme on veut et aussi, OK. on a une marge pour comment on va enseigner, quels points et cetera. Donc il y a des points quand même qui sont très appuyés dans le programme, mais on a la marge, de faire ce qu'on a envie de faire. OK, bah, c'est bien. On a parlé de l'attention de tes écoliers et tout, que penses-tu qu'il faut faire pour reconnecter le jeune avec le mathématique pour qu'ils aient cet amour, cette envie? Bah, il y a plusieurs moyens, hein. Il y a pas tout ce qui est en lien avec le jeu, le ludique et oui, jeux vidéo aussi, hein, bien sûr, mais le ludique, on peut en OK, sans déconnecter avec des petits jeux plateau, papier, tu crées ton jeu et cetera. Il y a pas mal que sur internet, on peut retrouver pas mal de ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il faut, en fait, segmenter un peu le cours comme, à la manière des vidéos TikTok, de YouTube. En fait, il faut que ce soit rythmé. On peut pas faire, c'est compliqué de faire, plusieurs minutes de cours, puis on arrête, puis on fait, des exercices. Ça, c'est compliqué. Il faut vraiment segmenter et donner du rythme au cours pour que le jeune soit, à fond dedans, en fait. Et je sais pas si tu as entendu la réforme de Macron. Il va faire un peu changer de choses, sur l'éducation nationale. J'ai lu un peu dans quelques livres. Le truc, c'est qu'ils veulent, qu'il y ait des journées plus courtes, des vacances aussi plus courtes. Donc fait des journées, ça sera ouais, passer un peu plus tard et les étudiants pourront terminer plus tôt. Il y aura plus de sport, de culture. Tu penses que ça va ramener quelque chose? Je pense que ça va changer quelque chose. Je pense que ça pourra aider, aux étudiants à leur donner cette envie de réapprendre. Alors, moi, je suis plutôt d'accord dans le sens où, dans la journée, on a un pic de enfin, ça, c'est biologique, hein. On a un pic d'activité, on a une redescente après le repas et on remonte après dans l'après-midi. Pour moi, ça me paraît pas délirant. Alors, c'est juste que c'est un chantier pas possible à mettre en place. Forcément, on a une quantité de personnes qui n'est pas d'accord, mais alors, si on regarde en plus dans les différents, pays où ça fonctionne bien, ils sont plus axés sur ce genre de répartition, sur les horaires, sur les vacances. Parce que à vrai dire, on a ce qu'on appelle, c'est des études sur ça, mais on a une courbe de Lobby qui est assez logique. C'est plus tu répètes quelque chose de manière, avec cursive, plus, bah, tu vas la retenir. Donc la première fois, si tu répètes, le jour, le lendemain, après tu vas remettre une semaine, après tu répètes un mois, en fait, ça reste ancré. Ça permet de retenir. Et le truc, c'est qu'on a les vacances, scolaires qui, certes, font un grand bien fou. J'adore les vacances scolaires. Elles durent, de 2 mois à 3 mois, c'est agréable, mais on a justement cette chronologie qui fait que les enfants décrochent à fond et oublient, heu, une grande majorité de ce qui a été enseigné. Et du coup, on doit recommencer, relancer la machine à partir pas de zéro, mais pas loin. Et du coup, c'est ça qui fait que, je suis un peu pour le fait de réduire un peu la longueur des vacances, répartir un peu mieux sur les jours parce que en plus, je sais que des journées à 7 heures, 8 heures, qu'est-ce qu'on en a marre de les avoir devant nous. Bon, ça dépend des années, bien entendu, mais Ouais. même humainement, ça commence à faire long, hein. Des journées de 6 heures. Je parle pour quelqu'un qui a l'éducation, je sais que les journées de 8 heures, c'est normal pour, les autres travailleurs, mais des journées à 6 heures déjà, ça commence à être pas mal et donc si on pouvait réduire, commencer légèrement plus tard, finir peut-être plus tôt, peut-être ajouter des jours effectivement, mais je trouve que ça paraît pas délirant, justement. Bah, c'est vrai que même moi, en venant en France, c'est un peu, ce que dire, étonné de voir que même des écoliers, genre des élèves au lycée, au collège, ils vont jusqu'à 16 heures. Parce que nous, souvent, au pays, c'était jusqu'à 12 heures, 13 heures, à moins de cas particuliers. On appelle ça 2 ans. Donc vous restez, étudier ou soit vous préparez le truc comme ça jusqu'à 16 heures. Ouais. Mais ce sont des cas rares. Souvent, c'était 12 heures, 13 heures et puis, on nous parle plus quoi. Et maintenant le sujet qu'on ne peut pas s'en passer, l'IA. Il y a d'un côté le ministère qui motive, des retours à la maîtrise de table de multiplication, au calcul mental et de l'autre côté aussi, il y a ChatGPT, il y a Photomath Oui. que je vu qui fait des experts, qui s'invite dans toutes les sacs à dos. Comment tu vois, heu,
l'application de l'IA dans l'éducation? Ça aide, ça aide pas? Qu'est-ce que ça vous challenge un peu? Alors, d'ores et déjà, il est tenté de l'intégrer, hein, bien sûr, dans l'éducation. Alors, nous, pour nos préparations de cours, on a de l'aide qui peut venir surtout sur les exercices très, récurrents et très répétitifs. C'est des trucs, enfin, c'est des choses, des tâches qu'il peut faire, on sait faire. On en fait un et pas de souci. Le fait de faire, 30 fois le même exercice, mais avec des variables différentes, il y a aucun intérêt, nous, à le faire. Ça nous fait gagner du temps, justement. Ça, c'est des manières d'utiliser qui sont, utiles, justement. Après, pour les élèves, le problème, c'est qu'eux, ils ne savent pas encore l'utiliser, d'accord? Ils l'utilisent tel quel et il y a pas de réflexion avec. Et c'est aussi à ça qu'on va servir, je pense, à fortiori, c'est à leur apprendre à utiliser l'IA. Et encore au niveau d'éducation, il y a eu justement des développements d'IA pour nous, pour pouvoir les utiliser, de manière plus, RGPD, c'est-à-dire dans les règles de l'art et de protéger les droits et les devoirs que nous avons envers nous. Mais, est-ce que vous continuez toujours toujours à donner de contrôle ou des devoirs à la maison, même avec l'ère d'IA? Est-ce que tu as pas l'impression que quand tu donnes des contrôles ou des devoirs à faire à la maison, tu es en train d'évaluer les niveaux des enfants à tricher au lieu d'évaluer vraiment leur intelligence? Mmh. Alors on vous en donne, après c'est des petits exercices, donc il y a pas d'intérêt à utiliser l'IA à ce moment-là, parce que c'est vraiment pour qu'ils se rentraient. Je dirais même c'est des devoirs de maison, alors j'essaie de faire en sorte que ce soit des devoirs où ils doivent dessiner, pas jamais l'IA. Parce que bien entendu, l'IA ne peut pas faire. S'ils font l'impression, bah, c'est mort, ça se voit et dans tous les cas, ils seront obligés d'utiliser, j'imagine un calque s'ils sont assez malins, pour, repasser donc c'est souvent des trucs comme ça où ils sont obligés de faire par eux-mêmes. Forcément, il y a toujours l'aide d'un parent, d'un ami et cetera, et tant mieux, mais j'essaie d'en faire en sorte que ce qu'ils ont à faire à la maison, ce soit vraiment un travail pour eux et pas pour l'IA. Après l'intelligence, bah, elle peut être retrouvée dans la tricherie aussi. Mais le problème, c'est qu'ils sont même pas capables de tricher correctement. Ah bon? Ouais, j'ai une collègue, qui me disait justement que, bah, l'enfant lui rend la copie, elle est bien, mais à la fin, il y a, truc par ChatGPT, mais donc on se dit: «OK, ils utilisent, son top 1». Le professeur lui montre en question, il était: «Ah oui, c'est pas le thème, hein». Bah, ouais. Donc, Dommage. même dans la tricherie, il peut y avoir une forme d'intelligence, mais le problème, c'est qu'ils sont pas capables des fois de l'utiliser à bon escient. Et à la limite, c'est ça qu'il faudrait arriver à avoir. Parce que, à vrai dire, ça sert quand même. Et ça reste un outil qu'il faut savoir utiliser et qu'il faudra savoir utiliser. Pour tricher et si possible, on évite, mais OK, mais oui, du coup, avec, l'IA qui résout un peu, des problèmes dans 2 secondes et tout, est-ce que tu n'as pas peur pour ton métier? Tu vois pas que ton métier est déjà, en train de mourir? alors ça dépend à quel point les IA évolutives, là, vont pouvoir arriver, celles qui sont, tu sais, humaines et qui arrivent à interagir. Mais, pour être honnête, c'est tout ça, ouais, c'est surtout ça, qui peut faire peur, on va dire. Mais on va dire le plus hormis la matière en elle-même, que j'enseigne, le côté, sociologique, le côté, humain est, je pense, nécessaire, pour l'éducation. Quand on naît, on a besoin de notre maman, de notre papa à côté de nous quand on est tout bébé pour nous élever. Oui. Donc un peu, de cette manière-là, de cette image-là, on a besoin, je pense, pour, engranger des connaissances, pardon, engranger des savoirs, développer notre esprit, d'avoir quelqu'un de physique, à côté de nous. Il y a pas besoin de contact, c'est pas ça que je veux dire, mais d'avoir quelqu'un en face de soi, c'est toujours, plus agréable que d'avoir quelque chose, d'apparent, je pense, hologrammement peut-être, graphiquement plus tard, mais d'avoir cette présence physique, je pense que ce sera toujours nécessaire. Ouais, je pense aussi, que le feeling est toujours important. Ça m'arrive des fois ces derniers temps quand tu veux, tu as un problème par exemple avec une livraison, colis, tout ça, tu appelles le service client et tu as l'IA au téléphone. Alors ça énerve, ça saoule parce qu'il a des questions bien prédéfinies qu'il doit répondre et que quand ta question n'est pas listée, tu bon, je lui ai dit, il dit: «Va voir dans le site, et bah, aussi, si c'est une personne honnête, tu vas lui dire: «Non, je veux vraiment ça, je veux de ça» et puis il y a la compréhension derrière, puis il y a l'adaptation direct au problème et ouais, je pense qu'il y aura toujours peut-être le nombre va réduire. Ouais, je pense aussi. Ouais et comment l'IA,
comment les professeurs utilisent l'IA à leur avantage? C'est-à-dire est-ce qu'ils arrivent aussi à utiliser l'IA pour, par exemple, préparer les cours, bien corriger de copies rapidement? Je sais que là, il y a des tests pour justement la correction de copie pour voir si c'est possible. Donc je pense qu'à fortiori, ça va annuler. Bah, pas partout, mais ce sera possible. Je sais que aussi, comme j'ai pu le lire, qu'il y a des exercices très répétitifs où on veut juste faire varier une variable pour changer l'état 6, où ça, c'est pas nécessaire d'avoir besoin de le faire nous-mêmes, donc on peut utiliser l'IA. Après, on peut aussi demander des idées. Quand on est un peu en passe et on se dit: «OK, je vois pas comment faire autrement», est-ce que on peut demander à l'IA, est-ce que tu aurais pas une idée un peu plus innovante, différente pour accrocher justement, le public? Oui. Ça peut aider aussi sur ça, donc il y a pas mal de ressources de l'IA qu'on peut utiliser. Pas mal, pas mal. OK, très intéressant. Donc mais pour le moment, c'est pas encore, initié, c'est à l'initiative de professeurs, c'est pas encore, je peux dire, imposé? Non, de ça, le ministère, le droit de choses. Puis on a des formations aussi, alors on les choisit, hein, mais il y a des formations où on demande, OK, des formations sur l'IA, j'ai envie d'aller voir et j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent apprendre, faire avec, et ils commencent un peu justement à former les enseignants. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà quand l'étudiant, ouvert à un élève, te challenge un peu sur, tes compétences, Malheureusement au collège, non. Au lycée, ça l'était un peu plus, mais moi j'étais avec des secondes et avec des terminales STNG et ST2S, et comme c'était pas leur but de continuer les mathématiques, donc surtout pour les STNG et ST2S, j'ai jamais eu de soucis mathématiques, à ce niveau-là. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. OK. Parce que souvent quand on était genre, au collège et tout ça, il aimait un peu faire un peu le malin, quoi. Tester ce que le prof, a les niveaux qu'il faut et tout. Après j'essaie de faire en sorte que la relation à l'erreur avec les élèves soit, naturelle et pas comme une faute grave. L'élève doit se cacher, doit être, honteux d'avoir dit une bêtise. C'est vraiment un truc où, je fais une erreur au tableau, je dis: «Ah je fais une erreur, tant pis. Ah vous avez vu l'erreur, très bien, super les enfants». Ou même, «Est-ce que vous voyez l'erreur?» J'en fais exprès de temps en temps, mais il y a des fois vraiment j'ai juste pas vu, et ce qui est normal, on est un humain, on n'est pas une IA, tout même l'IA fait des erreurs. Donc ça reste naturel et j'essaie de faire en sorte un maximum qu'il y ait pas de souci à ce niveau-là. Donc même si je suis incapable de répondre à la question, sur l'instant T, je vais dire toujours à l'élève: «Pas de souci, viens, on regarde à la fin du cours ou je te répondrai une prochaine fois». Je signe par discours quand je ne sais pas, mais C'est comme pour toi la méthode d'apprentissage, heu, idéale? Parce que j'ai un peu vu, alors il y a un peu de, comment je peux dire, de discussion, d'autres que non, il faut plus mettre les étudiants à la créativité, genre leur donner des cas de la vie et puis leur laisser explorer, genre aller en profondeur de leur intelligence. Attendant, il faut, des méthodes, traditionnelles, prendre de cours, apprendre par cœur, répéter ce qu'on t'a dit, selon toi, c'est quoi la meilleure méthode? je dirais que le problème est issu de la mémoire des enfants, et en fait, on a tous une mémoire différente. Je sais pas si ça dit les choses, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique, pardon, et la mémoire visuelle. Toutes ces mémoires sont différentes. On a tous besoin du coup de différents supports pour pouvoir retenir. Ce qui fait qu'il faudrait multiplier les supports, que ce soit, du coup, au toucher, au physique. Une mémoire où j'étais debout pour faire ça, j'étais en train de faire ça pour le retenir. J'ai un truc visuel, une carte mentale, un truc qui m'a fait retenir, ou au contraire, j'ai écouté un truc, un podcast, une vidéo, et cetera. C'est ça qui rend l'apprentissage parfait compliqué. C'est que chaque élève a ses moyens différents, et j'ai envie de te dire, malheureusement pour les enseignants, heureusement peut-être pour les élèves, mais il faudrait, qu'on arrive à mélanger tout ça. OK. Et le truc, c'est que alors grâce à l'IA, on peut peut-être, y arriver peut-être prochainement, mais pour l'instant, c'est pas possible, c'est difficile. Ce que ça demande, comme on l'a déjà dit, mais un temps considérable, on a à prendre sur le moment où on est chez nous. Et si tu voulais conseiller à l'étudiant la bonne méthode pour réussir ce contrôle, pour réussir, que ce soit le contrôle, soit des examens de fin d'année, soit le bac en mathématiques. Parce qu'il y a certains qui attendent juste à la veille Mmh. et pour, tout apprendre, tout bloquer puis boum, et l'autre, ils font chaque jour quelques exercices, ou soit tu fais une autre méthode que tu penses que ça va t'aider toi à percer aux mathématiques, ce sera quoi? On va pas être original, hein, mais je reprends la courbe de l'oubli, il faut répéter. Il faut répéter, pas besoin que ce soit tous les jours, mais comme j'ai dit,
Ça peut être une fois tous les 2 jours au début, après une fois par semaine et après une fois par mois. Et après, c'est ancré une fois toutes les années de faut, si on avait continué sur certaines notions. Mais bah, j'ai un collègue là qui travaille la mémoire à fond. Et ça, c'est des manières répétitives. Et après, on segmente et on séquence tout ça. Donc, bah, c'est un peu comme le sport. Ouais. On va à l'entraînement, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et ben, bien sûr. Et l'entraînement, c'est toutes les semaines, là. Et puis ça devient autopilote. C'est ça. C'est soit là, pour le basket, le shoot, c'est un entraînement récurrent. Pour les rebonds, c'est la lecture, regarder le ça rebondit par rapport aussi, etc. Si je regarde, ouais. Quand presque tout domaine, la répétition, c'est la meilleure chose. C'est parce qu'on vit dedans, parce qu'on le répète tous les jours, hein. Que ce soit les arts, que ce soit les IA, la programmation, tout ça, c'est tous les jours. Et maintenant, le sujet comment je vais dire, le sujet un peu dommage dans le secteur scolaire, le sujet des harcèlements. Oui. On voit dans les news des écoliers ou écolières qui mettent fin à leur jour parce qu'ils se font harceler ou tout. Que penses-tu de ces fléaux, si je peux dire? Mmh. Qu'est-ce qui pousse ça, la cause, selon toi, et comment on peut procéder à résoudre? Question bien vaste, ça va être compliqué. Moi déjà, c'est effroyable, hein, et effarant d'avoir des jeunes qui sautent la vie comme ça. Même pas de jeunes, hein, tous des plus grands, mais juste, c'est pas possible, hein. D'où ça vient? C'est sociétal, forcément. Ça prend sûrement racine dans les familles aussi. Un manque d'éducation des enfants, un manque de reprise, des milieux sociaux très défavorisés. Et peut-être aussi parfois au contraire favorisés. Donc je viens de dire tout et rien en fait. C'est juste qu'on a un concours de circonstances, on a des multiples facteurs qui viennent de partout. Et le truc c'est que le harcèlement c'est très insidieux, c'est caché, c'est pas visible. Et c'est ça qui est compliqué à cerner. Et en fait, le malaise s'installe doucement, le mal-être aussi s'installe doucement. Et c'est pas forcément visible. On a des signes, on a des petits symptômes. Mais en fait, c'est les symptômes qui, empilés, donnent cette notion de harcèlement. Et il faut que ce soit répétitif. Et le problème, c'est que c'est, comme je l'ai dit, caché, c'est difficile à percevoir. Alors bien entendu, maintenant, il y a des protocoles mis en place par l'éducation nationale. On est formé aussi de plus en plus à comment faire. On a des équipes au sein des équipes qui sont justement exprès là pour soit nous guider, soit faire un pôle où on peut se référer, leur passer l'information, etc. pour que justement on puisse suivre les élèves et les aider au plus vite. Donc vraiment ça se développe, mais il n'y a pas de solution miracle, c'est tout le monde, on doit tous faire face à ça. Et tu as déjà subi le harcèlement, toi, quand tu étais écolier? Non, 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 moi j'étais un petit trou du cul quand j'étais petit. Mais c'est pas si j'ai harcelé assez de qui non plus, mais bon, je demande à mes potes, parce que c'est toujours des potes, mais je sais que non, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. J'avais la gueule assez grande pour me défendre. Mais il y a aussi cette réflexion. J'étais en train de réfléchir, parler une fois avec un type ici, un collègue, sur les harcèlements scolaires et tout. C'est vrai que ça existe, mais l'idée d'aller mettre fin à ces gens, cause de cela, c'est pas aussi, il n'y a pas comment je peux dire, une sorte de différence d'éducation de parents. Genre de enseigner ou éduquer à l'enfant que dans la vie, il y a des temps difficiles, il faut surmonter, il faut chercher des solutions. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que bon, moi, je suis pas contre l'enfance, mais pays, ça veut dire harcèlement. Même moi, je vais dire que j'ai subi de harcèlement. Moi-même, il y avait pas, comment qu'il n'y a pas une personne où tu as entendu parler que genre c'est suicidé ou autre. Peut-être l'étudiant va vouloir changer d'école ou bien être intéressé par changer d'école et tout, mais on cherchait des solutions autres. Par exemple, moi, à un moment, il y avait des écoliers qui étaient un peu plus, comment je vais dire, un peu embêtants, qui veulent à la sortie un peu t'intimider, tabasser et tout. Et du coup, tu cherches des solutions, tu dis, ah, pendant les vacances d'été, je vais après les sports. Quand moi, je suis allé faire un CEP des fois, à cause de ça. 2 mois après les vacances, quand je suis revenu, bah, c'est moi qui ai été aussi fort, vu que tu cherches ce soutien. Aussi ça de provocation, tu te cherches aussi 2-3 potes, tu vois? Un peu, qui vont assurer ton La tes protection. tes arrières et tout ça. Mais pas l'idée de
fatalité d'aller mercant. C'est genre, je pense pas qu'il y a aussi une petite responsabilité des parents là-dessus, mais que la grande majorité, c'est à l'école, les surveillants, les principaux et tout. Bah, si, totalement, les parents sont au centre aussi de ce bordel monstre. C'est que, on a parfois des familles qui laissent leurs enfants parce qu'eux-mêmes ont eu une enfance difficile. Et en fait, c'est un peu de la pollution sociale, merci Bourdieu. Mais, en fait, les parents sont dépassés. Les enfants, ils arrivent plus à les contrôler. C'est difficile pour eux et ça retombe sur d'autres familles, d'autres enfants plus fragiles. Parfois des enfants qui juste, sont, timides, c'est leur nature d'être, calme, discret, tu vois? Tu toujours connu un copain, de pas très parlant, que méchant. Tu toujours connu aussi les enfants, en situation de handicap ou avec, des difficultés et en fait, bah, ça dès qu'il y a une faiblesse, on plonge et on attaque, quoi. Enfin, et bien, ceux qui, ont des envies particulières de faire du mal, mais puis des fois, c'est même pas qu'ils se rendent compte qu'ils font du mal. Ils le font juste parce que c'est drôle, mais en fait, c'est pas drôle. Mais ils ne savent pas, ils s'en rendent pas compte. Bah oui, c'est ça le truc dans l'école, tu vois? Je me rappelle qu'à un moment donné, un pantalon pas bien cousu et du coup, l'étudiant, à chaque fois que je venais, il s'est moqué de mon pantalon. Ça te décourageait même d'aller à l'école. Bah, pour lui, c'était drôle, mais après, comme tu l'as dit, c'est pas drôle. Est-ce que toi, tu as déjà eu, comment dire, un problème avec un écolier où tu t'es senti, un peu en menace? Parce que là, on voit aussi dans des news des fois que des écoliers qui ont le courage de ramener des armes blanches, de couteaux ou pour intimider le professeur. Alors déjà, c'est, comment dire? Pas acceptable, mais juste, pourquoi? Parce qu'on est là pour juste enseigner, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit d'autre. Et j'ai jamais eu de situation aussi grave, à mon panel et fort heureusement. Heu, le pire que j'ai pu avoir, c'était, un élève qui a lancé des feuilles par la fenêtre ou, des élèves qui font des bruitages en cours, mais, non, j'ai jamais eu de gros soucis comme ça, fort heureusement et j'espère jamais à qui que ce soit d'être. Est-ce qu'on vous forme, genre, on vous prépare aussi à, gérer des situations pareilles? Alors il y a une petite section comme ça dans notre ancien cursus qui là maintenant va être, enlevé, hein, parce que c'était en M4, enfin master 1, master 2, donc il y a eu 2 années qui vont être enlevées, où on apprenait, un petit peu à gérer certaines situations. Malheureusement, on n'est pas préparé à toutes les situations imaginables et possibles parce qu'elles évoluent encore et donc un petit peu, mais on sera jamais assez prêt et on sera jamais prêt, je vais te dire, à toutes les situations qui peuvent arriver. Il se passe toujours des dingueries, là. Tu vois, là, juste pour le fun fact, mais j'ai, ma copine qui est aussi enseignante, elle a eu, dans son collège, un enfant qui avait ramené un bug pour frapper un autre collègue, un autre gosse, pardon, donc juste il est arrivé et il était en train de taper dans le cou, un allié. C'est ce qu'il voulait faire, hein, donc tu imagines, appeler les parents: «Bon, vous venez récupérer votre enfant et peut-être, ce qui vous appartient». OK. Mais aujourd'hui, si tu étais, ministre de l'éducation, qu'est-ce que tu proposerais pour pallier à ça? À l'harcèlement? Bah, actuellement, comme je t'ai dit, il y a des formations et des protocoles qui sont mis en place et je dirais essentiellement ce qui va manquer et ce qui va toujours manquer malheureusement, c'est du personnel et du personnel formé. Le manque du monde, il faut plus de monde, il faut plus de ressources pour pouvoir gérer tout ça et comme on l'a dit au début, hein, on est en manque d'enseignants dans l'éducation nationale et vraiment bah, je sais que c'est pas possible, hein, avec toutes les dettes qu'on a, mais c'est ça qu'il faudrait faire, c'est plus d'argent, plus de fonds pour pouvoir, ben, nous aider et aussi aider la population, par conséquent, hein, parce que ce qu'on forme, c'est la prochaine population. Ah, que tu as déjà eu à gérer des embrouilles entre, écoliers? Oui, oui, à multiples reprises, mais Tu as une anecdote à raconter, à partager avec nous? faut que je me rappelle parce qu'il y en a tellement qui passent que je finis par les oublier, ouais, dès non, là, tout de suite, j'ai même pas une qui me revient, hein. Tu vois? C'est juste, souvent, c'est des petits ça part de rien, il s'est retourné, c'est quoi le plus ouais, je t'en dirais une des plus ennuyeuses, mais en gros, c'est un élève, il est là, il y en a un qui se retourne et dit: «Monsieur!» Il se retourne, me regarde, instantanément et genre: «Ah monsieur, il a fait ça, ah monsieur, il a fait ça», il se retourne. «S'il te plaît, arrête, c'est bon». «Ah monsieur, il a dit mon nom de famille». Et l'autre qui dit: «Mais toi aussi, tu as dit mon nom de famille». «Ah mais toi aussi». Et tu es en mode: «Mais arrêtez s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu». Et Dieu sait qu'on est like, mais arrêtez! Non, c'est chiant. Ouais, j'imagine toute sa journée à vivre ça.
Et encore, c'est pas tous, mais voilà, c'est en vrai, là où je suis, c'est plus du bavardage et l'interaction, non nécessaire entre camarades et puis ils arrivent à communiquer, mais tu sais, sans parler, tu sais, ils s'articulent juste, font des gestes, ils arrivent à se comprendre. Donc on dit: «Manque d'inattention», mais c'est parce qu'ils cherchent à ne pas être attentionnés, ils ont besoin d'attention, mais ailleurs, avec leurs camarades et ça pose problème, après. Et en surveillant, par exemple, le contrôle, tu as déjà, comment on dit? Attrapé quelqu'un de tricher. Oui, ouais, certains avec le téléphone, certains avec le cahier. Et tu te rappelles de plus genre, le plus intéressant, tu te dis: «Ah ouais, ça, c'est un coup de pied». Bah non, du coup, parce que je l'ai chopé. C'est dommage, le coup de génie, c'est si je l'avais pas vu. Non, non, en vrai, même, sur les prises sur le fait, j'ai jamais vu rien vu de très ingénieux, donc un peu déçu, quoi. Touché ailleurs. Il doit suivre pour une mission. Il doit suivre une va prompter, améliorer, développer, il doit aller demander mon assiette aux médias. Ça y est, comment on va téticher, comment on doit surpasser sur l'hiver. Et maintenant, pour finir, si tu as un mot de la fin, un conseil pour quelqu'un qui veut faire ton métier, que tu lui dis quoi? Et bah, d'abord, accroche-toi bien. Non, faut être motivé, faut aimer, ta matière, ton métier. Faut te sentir bien dans ta peau aussi parce que si tu te sens pas bien, déjà, de base, c'est un métier où tu vas gérer plein de personnes. Tu es en contact avec plein de personnes, les enfants, les collègues, l'administration. Et tu peux être affecté si tu es empathique ou hypersensible, par tout ce qui t'entoure. Donc c'est bien, mais il faut savoir encaisser aussi. Il faut savoir aussi le partager. Donc faut un beau mélange de tout ça. Pour partager, il faut être patient. Non, et la patience aussi, et supporter aussi. Ouais, quand je lui ai dit, je vois bien quand tu lui dis avec, les élèves, qui te tapaient pour n'importe quoi et tout, j'imagine qu'à la fin de journée, la tête peut être, très lourde, hein, sur les épaules. C'est pour ça que je fais souvent des vides, c'est pour ça que j'ai pas pu te citer quoi que ce soit là. Je fais un vide cérébral et on passe à la suite. OK. Merci beaucoup Sylvain, merci sur ton temps, merci d'avoir, partagé ces informations avec nous. Bah, si le fan te demande encore, ça sera un plaisir de te recevoir dans Job Store. Bien sûr. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un like. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions que vous voulez qu'on pose, à nos prochains invités, n'hésitez pas à me le faire, savoir sur le commentaire. Merci à tous et on se dit pour la prochaine épisode. Ciao.